Je suis Marc Matner, je suis le directeur régional du projet de gouvernance minière de la coopération allemande, GIZ. Nous travaillons avec nos partenaires dans les 4 pays membres de l'Union Fleuve Mano, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Et notre but principal est d'appuyer nos partenaires à implémenter les principes du Vision Afrique minière. Et bon, ce sont quelques objectifs qui sont très relevants pour le secteur à petite échelle. OK. Alors, merci. L'objectif, donc, le disais-je, de ce panel est de repartir et revisiter certaines des thématiques que nous avons vues au cours de ces 2 jours et réfléchir sur les perspectives d'avenir. Il y a eu des questions qui ont été traitées de façon approfondie et pour réfléchir à ce à quoi ressemble ou doit ressembler le processus, il y a eu donc l'effort d'intégrer ces préoccupations et ces politiques. Et pour moi, très brièvement, je dirais qu'il y a 3 points majeurs qui se dégagent de toutes ces discussions. La première, c'est que le secteur de l'EAPE est différent d'autres secteurs et même chose plus importante, il s'agit des questions bien sûr de mines, mais aussi de vie et de société. Et donc nous devons nous rappeler de cette image qui a été présentée le matin qui est assez importante. Et le deuxième est qu'il y a de l'espace pour la collaboration entre les différentes institutions et les pays sur fond de partage d'expériences et de bonnes pratiques, parce que les défis dans les différents pays, les différentes régions semblent être similaires. Et donc, je crois qu'une solution peut être dégagée en optant pour la collaboration. Et pour arriver à de plus grands impacts, eh bien, nous voyons dans notre discussion, nous avons un panel assez fourni en expertise ici, autour de moi. Le format sera tel que nous aurons 2 principaux orateurs et il y aura un nombre de répondants de différents secteurs. Donc c'est un panel multi-acteurs et multi-experts que nous avons cet après-midi. Et cela dit, j'aimerais commencer avec M. Mamadou Barry, qui est un spécialiste supérieur senior de la Banque mondiale. Il va nous donner des informations sur les bonnes pratiques et le champ d'application pour appuyer le secteur. Merci beaucoup, Dr Matt. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Mamadou Barry. Je suis chargé du développement de la petite mine à la Banque mondiale à Washington. C'est un plaisir d'être ici et je remercie les organisateurs et en particulier notre partenaire l'OCDE pour l'occasion donnée à la Banque de venir exposer à cette réunion importante. Dr Matner m'a demandé de faire une approche un peu pédagogique tirant de l'expérience de la Banque mondiale dans les différents pays pour parler de l'approche de développement d'une politique régionale de développement de la petite mine et de l'artisanat minier. Qu'est-ce que c'est que la politique? Nous avons parlé au cours de ces deux derniers jours, particulièrement le jour passé, de mariage, de cohabitation entre l'exploitation artisanale et l'exploitation à grande échelle. Je vais tirer la même analogie de mariage pour continuer pour le développement d'une politique axée sur la petite mine. C'est très important. Si vous regardez en fait dans les traditions de la sous-région, si vous voulez donner votre fille en mariage à un étranger, vous avez un attachement à votre fille de la même manière que l'homme a son attachement sur la terre. La différence entre faire une politique de développement dans un domaine industriel et dans un domaine minier, c'est ce côté sentimental qui fait que l'homme est attaché à sa terre
qu'il faut tenir en compte toutes ces dimensions sociales, socio-économiques et culturelles. Alors, vous allez faire beaucoup de diligence pour voir effectivement si l'étranger qui demande la main de la fille vaut en fait la main de votre fille. Et vous allez faire beaucoup de concertation au niveau de la famille et hors de la famille avant de donner la main de la fille. Donc c'est un peu le même processus pour le développement de la politique, parce qu'au lieu de parler de cohabitation dans un mariage qui ne marche pas, on prépare un mariage en mettant toutes les chances du côté des époux. Donc en faisant en sorte que le mariage soit réussi. Et comment le faire? D'abord, la concertation élargie, faire en sorte que ça soit gagnant-gagnant, que toutes les familles y trouvent leur compte. Ne pas compter simplement sur la signature d'un papier, donc la légalisation du mariage comme la solution. Après la légalisation du mariage, il faut continuer l'appui aux nouveaux époux pour l'appui moral, financier, matériel, jusqu'à ce que le mariage puisse aller. C'est un peu la même approche pour le développement d'une politique de développement de la petite mine. Il faut une approche qui puisse permettre au gouvernement de dégager un certain nombre de principes directeurs qui puissent guider le gouvernement dans son orientation d'appui à la petite mine. Et comment le faire? C'est tout un processus. C'est un processus long. Et la Banque mondiale est impliquée dans ce processus depuis des années. Je me rappelle, depuis 1995, nous avions organisé la première conférence sur la petite mine et dégagé une approche d'appui à la petite mine. Et depuis, nous avons inséré dans presque tous les programmes d'assistance technique des centaines de milliers, des dizaines et des centaines de milliers de dollars, je dirais, au cours des années, pour l'assistance et l'appui à la petite mine. D'abord, l'approche était la légalisation. Mais nous avons vu que la légalisation à elle-même est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc simplement faire un code minier, ressortir la petite mine dans le cadre du code minier, et donc légaliser la petite mine, on l'a fait. Et depuis le Ghana en 86, et depuis un certain nombre de pays ont suivi cet exemple. Ils l'ont fait, mais ça n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est que au-delà de la légalisation, il y a besoin d'un appui institutionnel, un appui financier, un appui technique pour permettre à la mine d'intégrer le secteur formel, de se formaliser, de se transformer en petite et moyenne entreprise, en PME, PMI, et d'opérer comme une petite et moyenne entreprise normale. Ça, c'est un processus long et il faut une politique très adaptée pour en arriver là. Et c'est un processus. Le processus, d'abord, c'est la préparation. Comme dans un mariage, il faut bien préparer. Il faut reconnaître d'abord et avoir la volonté politique de faire les changements nécessaires. Il y a déjà des habitudes ancrées dans le domaine de l'orpaillage. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourrait sacher ces habitudes. Les orpailleurs, par nature, ont horreur de faire savoir au gouvernement ou aux autorités ce qu'ils font. Donc, ils préfèrent opérer dans l'informel. Donc, comment préparer une politique, prendre la décision politique de changer cet état de choses. Un certain nombre de pays ont déjà fait ce pas. Nous avons assisté, la Sierra Leone, présente ici, à développer son artisanat minier. Nous sommes au Burkina Faso, où nous avons aussi alloué un certain nombre de fonds pour développer l'artisanat minier. Au Mali, nous sommes déjà présents. En Côte d'Ivoire, nous sommes en discussion. Au Nigeria, nous sommes en discussion pour des centaines de millions de dollars pour en partie supporter l'artisanat minier. Au Togo, nous sommes présents. Au Cameroun, un peu partout. Donc, nous sommes présents pour assister, appuyer le gouvernement. La politique du gouvernement, la plupart de ces gouvernements ont exprimé l'intérêt de développer l'orpaillage, la petite mine, comme un moyen de résoudre le problème de la pauvreté, de créer l'emploi, surtout au niveau local. La deuxième phase, c'est la phase diagnostique. Il faut faire l'état des lieux. Il faut comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y a des politiques en cours qui font que, bon, les orpailleurs ont les incitations nécessaires pour changer d'attitude, ou bien si les politiques, au contraire, conduisent les orpailleurs à agir dans le mauvais sens. Donc, c'est la phase diagnostique. Il y a la phase rédaction, c'est la phase d'élaboration de la politique, et c'est dans cette phase que nous intervenons.
intervenants, avec l'appui technique de la banque, de consultants nationaux et internationaux, pour aider le gouvernement à apprendre un peu et à introduire dans leur législation les bonnes pratiques internationales, que ce soit en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Donc, comme nous opérons globalement, nous amenons ce réservoir de connaissances et de bonnes pratiques pour permettre au gouvernement de les appliquer et de les adapter à leur situation particulière. Il y a la phase validation. Il faut que cette validation aussi soit non seulement technique, mais qu'elle soit aussi nationale, que toutes les parties prenantes soient impliquées. Et enfin, il y a la phase évaluation. Ce qui a manqué dans la plupart de ce processus, c'est la concertation. Il faut la concertation parce que chaque pays est différent. L'artisanat est un phénomène culturel, l'artisanat minier est un phénomène culturel et même dans le même pays, vous pouvez aller d'une région à une autre et trouver des différences. Donc, il faut apprendre bien sûr les bonnes pratiques internationales, mais il faut pouvoir les adapter. Donc, la concertation est d'abord institutionnelle au sein du même pays avec les différentes institutions. Elle est technique, il suffit de réunir une équipe interministérielle et d'en faire un comité de pilotage pour qu'ils viennent avec des solutions techniques. Mais la concertation doit être surtout et très important, une concertation citoyenne. Parce que c'est la concertation citoyenne qui permet d'incorporer ces phénomènes culturels, ces phénomènes socio-économiques qui font que toute solution et toute politique pourrait être adaptée aux conditions du pays. Donc, pour revenir un peu, je vais m'élargir un peu sur la rédaction ou l'élaboration de la politique, qui commence d'abord par une définition de la mission. Toute politique doit s'insérer dans un grand cadre, et dans le cadre, par exemple, de la réduction de la pauvreté, dans le cadre de la contribution à une Côte d'Ivoire émergente dans les 10-15 prochaines années, ou bien dans le cadre macroéconomique du pays. Donc, il faut qu'il y ait une mission, que l'artisanat soit un outil, l'artisanat minier, pour contribuer à cette mission du gouvernement. Une fois la mission définie, il faut faire le diagnostic, l'état des lieux, déterminer effectivement quelles sont les opportunités, quels sont les risques, quels sont les avantages à gagner, quel est le manque à gagner si une politique nationale était élaborée. Après, il faut venir avec une vision. Une vision, c'est une représentation dans l'avenir, dans les 10-15 prochaines années, de ce que le secteur pourrait être, ce que l'artisanat minier pourrait être. Une fois cette vision définie, il faut définir maintenant les moyens d'y arriver. Donc c'est ça les orientations stratégiques, les axes stratégiques qui permettraient au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés, de transformer l'artisanat en petite et moyenne entreprise formelle qui s'insère dans le secteur formel et qui contribue à l'économie nationale. Une fois la stratégie définie, il faut des programmes, un plan d'action, et ce plan d'action défini dans le sens du coût, de l'efficacité, des moyens existants, de la pertinence, pourrait permettre au gouvernement de définir des actions, des activités claires qui pourraient à terme contribuer au changement de la situation de ce secteur. Après, évidemment, il faut qu'il y ait un cadre de résultats pour suivre, parce que la politique, toute politique est humaine. L'artisanat minier est un phénomène humain. Donc les choses changent en fonction du marché, en fonction des priorités, en fonction de la politique de l'heure. Donc il faut que les politiques soient ajustées, il faut que les politiques soient évaluées et suivies régulièrement et mesurées. Donc c'est là un certain nombre d'actions qu'au niveau régional on pourrait entreprendre, et je suis content de voir que l'une des conclusions les plus importantes de cette réunion, c'est que l'approche régionale est importante. C'est qu'il faut une approche régionale. Les approches nationales sont bienvenues, bien sûr, mais à terme, il faut que ces approches soient harmonisées. Sinon, on résout un problème dans un pays, on en crée dans un autre. Donc, il faut que les approches soient harmonisées. Et là, c'est un message que nous avons compris et qu'au niveau de la Banque mondiale, nous avons passé aussi, pour passer selon le message que vous avez
que vous nous avez envoyé d'une approche pays à une approche régionale. Et il y a aussi le fait que les politiques sont difficiles, qu'elles ne marchent pas souvent. Comme j'ai dit, il y a un côté humain. Je vais vous donner quelques exemples pour juste vous alerter que oui, ces politiques sont dynamiques. Je prends l'exemple de la RDC, qui est fortement représentée ici. Il y a environ une quinzaine d'années, nous avons été approchés par une société minière qui avait une convention avec le gouvernement d'alors pour développer une mine de cuivre. Il suffit de dire que bon, cette convention a été signée au moment où Kabila littéralement marchait sur Kinshasa. Donc un certain nombre de sociétés avaient signé des conventions alors, avant même de savoir si le gouvernement allait changer ou pas. Donc la Banque mondiale a été mise devant le fait accompli d'apporter son appui à une société qui avait signé une convention dans ces conditions, dans un cadre où il n'y avait pas de politique claire, mais il y avait aussi l'intérêt d'appuyer la paix, le processus de paix, en supportant ce genre d'événements économiques. Une mine de cuivre nouvelle qui est supportée par la finance internationale donnerait un signe important à la communauté d'investisseurs. Et donc nous avons soutenu ce projet. Mais en l'absence de cadre politique, ce que nous avons fait, effectivement, c'est de nous assurer que toutes les conditions d'une politique nationale sont mises en place. C'est de faire en sorte que nous faisions que les retombées économiques de cette convention soient meilleures que les retombées économiques du code minier que nous avons supporté. C'est de faire en sorte que le gouvernement souscrit aux normes de respect des droits de l'homme. Au moment où il n'y avait même pas ces normes en ce moment. C'est de faire en sorte que cette société souscrit aux normes de transparence, de l'ITIE, au moment où il n'y avait même pas l'ITIE. C'est de faire en sorte que cette société souscrit aux normes de contribution au niveau de la communauté. Cette société avait alors alloué 10% de ses bénéfices au profit des communautés villageoises. Alors avec ça, on a pu supporter la société. Il y a eu un incident par après, que certains d'entre vous peuvent connaître par le nom de Kilwa, l'incident du village de Kilwa. Mais à cause de tous ces sauvegardes que nous avons insérées, ces sauvegardes politiques, la compagnie a pu continuer son projet et à la revue du projet a montré effectivement que toutes les politiques étaient en place. Nous avons aussi un pays très rapidement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'étais là-bas il y a environ un mois. C'est un pays qui a connu une histoire très terrible à cause d'un grand gisement de cuivre. C'était le plus grand gisement de cuivre du monde en ce moment, aux années 80-90. Ce gisement de cuivre était exploité par Rio Tinto. Mais la population n'était pas contente, les propriétaires terriens se trouvaient lésés, et à l'issue de ça, ils se sont formés en armée et ont débuté une guerre civile. Cette guerre civile a duré pendant 10 ans. Elle a fait plus de 20 000 morts. Donc un gisement comme ça, simplement parce que les propriétaires terriens se disaient lésés, ils n'étaient pas associés à l'élaboration de la politique du gouvernement. Donc ça a été un drame. Un accord de paix a été signé finalement en 1998. Et grâce à cet accord de paix, la paix est revenue évidemment et nous sommes en train d'aider le gouvernement à élaborer une politique minière qui puisse éviter le genre d'atrocités que nous avons vues. Donc la politique est inclusive. Nous avons fait un nombre de consultations, de concertations avec toutes les parties concernées. Un pays de 800 ethnies, 800 différentes langues, la moitié des langues parlées dans le monde, des tribus qui ne s'aiment pas, qui se battent constamment, des propriétaires terriens contre le gouvernement provincial contre le gouvernement national. Mais nous sommes arrivés à un consensus qui nous a permis de faire un code minier pour l'île de Bougainville et d'aller de l'avant, un code minier qui puisse avoir le consensus de tout le monde. Donc, en conclusion, les consultations sont importantes pour l'élaboration de la politique. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que l'artisanat minier est un phénomène multidimensionnel. Il faut un ancrage institutionnel multidimensionnel. Et c'est bien que vous parliez déjà d'approche régionale, parce que l'approche nationale à elle-même n'est pas suffisante. Il faut aussi que les institutions, les partenaires
toutes les parties concernées puissent mutualiser leurs efforts. Et c'est dans ce cadre que j'en appelle à tous les partenaires qui sont présents ici. Nous sommes en train de démarrer avec l'OCDE une approche mutuelle de collaboration entre la banque, l'OCDE et les autres partenaires pour créer une plateforme mondiale de développement et d'appui à l'orpaillage et à la petite mine. Nous organiserons une réunion à Paris vers le 5 mai. Vous êtes tous conviés à cette réunion pour discuter des modalités de cette plateforme. Donc, je m'en arrête là et je vous remercie de votre attention. Merci de votre intervention. Je voulais vous poser une question au sujet de l'approche régionale qui, je pense, très important. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des exemples des autres pays ou des autres régions où ça s'est bien passé, qu'on pourrait appliquer? Oui, l'approche régionale, par exemple en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardon, il y a une collaboration étroite entre les pays de la sous-région et au sein des pays de la SADC aussi, qui a marché du point de vue échange d'expériences, mutualisation d'efforts, mais il y a toujours cette approche de souveraineté nationale qui fait que les pays préfèrent attirer les fonds au sein d'eux-mêmes pour appuyer leur propre politique. Et c'est ce que nous sommes en train d'appuyer au niveau de la banque, c'est de passer de l'approche nationale à l'approche régionale. Et c'est pour cela que nous proposons cette plateforme d'abord régionale, ensuite continentale et enfin internationale, pour pouvoir mutualiser les efforts et les expériences et d'appuyer ce secteur de la petite mine et de l'orpaillage. Et donc, c'est difficile de trouver des expériences de collaboration régionale qui ont marché, mais nous pensons que ce qui a été déjà fait au niveau de l'Afrique de l'Est, ce qui a été déjà fait au niveau de l'Afrique centrale pour les minéraux à conflit, c'est un exemple dont on pourrait s'inspirer pour aller de l'avant. Nous allons passer à l'anglais maintenant. Nous avons l'honorable Stephen Dwaba qui sera le prochain orateur. D'abord, il est le vice-ministre pour la planification et les ressources humaines au ministère de la Terre et des Mines au Libéria. Il va dire ce que le ministère fait et la feuille de route minière au Libéria. Tout le monde, donc je vais essayer d'être bref dans ma communication et aller droit au but. Nous avons entendu beaucoup sur la formalisation, l'approche régionale, et c'est exactement ce que notre ministère essaie de faire. Lorsque nous avons réalisé que nous avions des défis dans ce secteur, et donc la question qui a été posée est de savoir pourquoi est-ce que nous avons produit une feuille de route pour l'activité minière artisanale. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition que nous pouvons donner par la feuille de route? Quels sont les acteurs de ce domaine? Quelle approche est-ce que nous devons prendre dans ce domaine de l'activité minière artisanale? Et quelles sont, il y a d'autres révélations que nous avons découvertes, et puis il y a aussi une sorte d'effort par rapport aux prochaines étapes. Et après, nous allons conclure. Alors, lorsque nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de défis dans le secteur de EAPE, nous avons essayé de voir l'historique même. C'est-à-dire, il y a au moins 2 ans, nous avons vu que le domaine de l'activité minière artisanale et à petite échelle prédominait au niveau de la production de l'or et du diamant. Et à cette période, il y avait des activités interdites qui étaient en cours, pas seulement dans le domaine de l'activité minière, mais aussi l'abus, l'utilisation de drogue, le blanchiment d'argent
la contrebande des ressources minières et puis le travail des enfants. Dans ce millénaire, est-ce que nous voulons vivre avec ces choses-là dans l'esprit libérien? Nous avons dit non. Et nous avons également examiné l'activité minière artisanale à la lumière de notre loi. Et est-ce que cela répond aux normes, aux lois du pays? Nous avons dit non, que cela ne respecte pas les lois. Donc, quelle est la feuille de route que nous devrions produire à l'issue de toutes ces interrogations? Et parlant de feuille de route, il s'agit de voir du renforcement des capacités du ministère compétent et créer les capacités financières pour pouvoir soutenir le secteur. Nous parlons de feuille de route qui va renforcer la traçabilité de ce secteur, une feuille de route qui renforce les performances environnementales et sociales du secteur et une feuille de route qui crée donc les moyens d'incitation pour le secteur. Je parle des mineurs, des communautés hautes et du gouvernement. Donc, une fois que ces choses sont identifiées, nous sommes dit, voici les acteurs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons donc invité les acteurs identifiés à une réunion de consultation nationale. C'est le PNUD qui a sponsorisé cet atelier de concertation. Nous avions le gouvernement, les membres des communautés, les opérateurs miniers artisanaux. Nous avons invité, bien sûr, la communauté des bailleurs de fonds pour s'asseoir à la même table et réfléchir aux détails de cette problématique, comme nous le faisons aujourd'hui, parce que tout le monde avait son expérience dans ce domaine. Et une fois que cela a été convenu, il était facile que nous trouvions deux voies de produire une politique. Soit le gouvernement s'assoit et depuis là-haut, ils élaborent la feuille de route et ils les posent à tout le monde. Et nous savons que la réponse pour cela, c'est non, ça ne va pas marcher. Il fallait donc aller jusqu'aux différents acteurs et dire, nous pensons que nous avons ici un problème, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et donc, la communauté des artisans miniers ont dit oui, c'est un problème qui est là, et donc nous aurons notre point de vue à donner. Et la prochaine question, est-ce que cela va bénéficier au secteur? Et ils disent non, pas vraiment. Et donc on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et alors la concertation a commencé à partir de ces deux questions. Et donc nous avons bénéficié de l'appui du GIZ avec des consultants internationaux. Nous avons d'abord effectué une pré-évaluation pour voir ce qui se passe dans le secteur. Et nous avons vu une concertation au niveau des sites du terrain et nous sommes arrivés finalement à la session ou aux sessions de formalisation des politiques, parce que nous avions suffisamment d'informations et de contributions de la part des différents acteurs et nous avons pu finalement aboutir à la feuille de route qui reflétait le point de vue de tout le monde. Et comme vous pouvez voir, nous avons considéré le principe de partenariat et non de préparation ou de recours à la police, parce que lorsque cela rentre dans les esprits, les gens ont l'impression d'être poursuivis ou d'être surveillés. Donc le partenariat était la règle d'or. Et après la collecte des informations, nous avons analysé ces informations et arrivé à 8 axes thématiques de politique. D'abord, nous avons réalisé que le ministère était trop éloigné des centres d'exploitation minière, donc il fallait procéder à une décentralisation pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe sur le terrain. L'accessibilité des permis ou des licences, eh bien, c'est au niveau de la capitale à Monrovia qu'on attribuait les licences. C'était un autre défi.
Donc on s'est dit que pour que les personnes puissent se conformer aux règles, il fallait arriver à élaborer un mécanisme qui permette cela. Et nous avons également réalisé que, et bien entendu, le gouvernement demandait aux exploitants miniers artisanaux d'avoir les licences. Mais qu'est-ce que nous leur donnons en retour? Eh bien, le gouvernement avait la capacité de fournir la connaissance technique. Donc, il fallait travailler à une cartographie de tous les sites pour voir où est-ce que ces activités sont menées, pour avoir donc les informations spécifiques et arriver à une cartographie géologique et projeter pour voir là où les potentielles mines alluviaux seront définies. Et après cela, donc nous dirons que voici les zones potentielles où vous pourrez aller. Et donc cela a aidé à définir une réglementation et assurer la traçabilité et le rapport sur les minerais qui peuvent être exploités plus facilement pour les artisanaux. Et un autre défi, car les exploitants artisanaux, les exploitants miniers artisanaux étaient itinérants. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire sur le fond du partenariat que nous avons appris à prévoir? Il fallait que ces artisans miniers puissent s'organiser en coopérative et en groupement. Et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler actuellement. Les pratiques de gestion environnementale ne peuvent être possibles que si vous avez réussi à fédérer les artisans miniers en groupe, parce que de façon individuelle, ils sont très peu équipés pour s'organiser et pour régler les problèmes environnementaux. Et la santé, la sécurité, la sûreté sont des cas où il y a des abus parce que les gens ont des pratiques qui ne les favorisent pas. Et la responsabilité sociale des entreprises est quelque chose d'important parce qu'ils se disent que les populations pensent que la responsabilité sociale ne revient qu'aux entreprises et non aux populations. Et donc, il fallait sensibiliser les personnes ou les populations et les communautés que c'est l'affaire de tous. Et au cours de cette enquête, comme nous l'avons prévu, nous avons découvert qu'il y avait un niveau élevé d'abus de drogue sur le terrain. Les gens utilisent donc le prétexte de l'activité minière pour faire toutes sortes de choses. Et il y avait même du blanchiment d'argent parce que les gens travaillaient, ils vont sur les mines, ils achètent et s'en vont. Personne ne connaissait la source de ces fonds. Et au niveau industriel, il y avait une possibilité de pouvoir et découvrir cela, mais c'était assez limité. Le travail des enfants est une pratique qui est condamnée par notre gouvernement et on voyait que c'était assez accru dans ce domaine. L'inégalité des genres, je crois que j'ai entendu quelqu'un ici le dire, parce qu'il y a certaines zones des sites miniers où les femmes ou les jeunes filles ne pouvaient aller pour certaines raisons. Donc, ce sont des choses que nous avons découvertes. Et puis, la gestion environnementale est assez faible, assez négligée. Et j'en ai parlé déjà. Il y a les mesures de sécurité et de sûreté qui sont les problèmes. Et puis, l'insécurité générale au niveau des mines artisanales. Et donc, lorsqu'on arrive dans ce domaine, on ne voit pas vraiment qui sont les acteurs. Les gens viennent de différents pays. Et au Libéria, on a même des Zimbabwéens sur les mines. Vous comprenez? Je ne veux même pas parler des citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Les gens viennent de partout sur les mines. Donc, et la population jeune est là. Et c'est une
cible parfaite pour ces gens qui travaillent qui mènent l'activité minière parce qu'ils sont pauvres, ils ont besoin d'argent et donc on les exploite à souhait. C'est pour cela qu'il fallait qu'on y réfléchisse. Et ce que nous avons finalement découvert, c'est que le gouvernement en perd en termes de revenus, mais la gravité au-delà de tout cela, c'est que il y a un réel problème de menaces environnementales et sociales qu'on doit prendre en considération. Et la plupart des zones de pratiques minières sont des foyers de corruption. Ça passe par la Sierra Leone, ça passe par la Guinée et même en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, on ne voit pas le niveau de développement que ceux-là ont besoin d'avoir. Donc, la question était de savoir comment est-ce que nous sommes pris pour résoudre le problème. Nous avons un secteur informel, minier, que nous voulons formaliser au bout du compte. Donc il fallait partager le concept avec les acteurs, avec l'appui du PNUD. Nous avons procédé à la sensibilisation, à la collecte de données et à la concertation avec les acteurs. Nous l'avons fini. Après, il y a l'élaboration les documents de politique. Cela a été finalisé avec l'appui du GIZ. Et nous avons décidé que il fallait arriver à une formulation réaliste des politiques et que les ressources pour pouvoir faire cela sur une période de 3 ans est de 2,7 millions de dollars. La mise en œuvre dans le cadre d'un programme pilote est prévue et nous voulons que les autres acteurs, les donateurs et le gouvernement nous appuient. C'est pour les étapes à venir et alors que nous évoluons, nous allons continuer de définir les niveaux points de référence pour la formulation des politiques. J'aimerais surtout clarifier une chose. Vous m'avez entendu parler de AM et non ASM en anglais. Au Liberia, nous avons une sorte de 3 niveaux de licence. Nous avons la classe C qui est purement pour l'activité minière artisanale pour nos locaux. Le classe B, il y a l'activité minière semi-industrielle qui est ouverte aux nationaux et aux étrangers. Mais cela implique la responsabilité environnementale. Et nous avons la classe A qui est l'activité minière industrielle. Donc, nous essayons de limiter cela à la classe C qui est l'activité artisanale. L'activité artisanale et une fois que cela est fait, les autres seront plus faciles à gérer. J'ai voulu donc apporter cet éclairci. Voici donc les étapes à venir. D'abord la diffusion de la feuille de route aux acteurs dans les zones pilotes. Nous l'avons déjà fait en décembre dernier et nous sommes sur le point de piloter la feuille de route en sélectionnant quelques coopératifs et groupements et en même temps, nous essayons de voir les retombées rapides en développant les capacités de nos populations cibles. Nous travaillons à la mobilisation de fonds et au pilotage de la feuille de route pour la activité minière artisanale. Et donc, de tout cela, il y a des leçons apprises de ce processus. Cela nous a permis donc de formuler une politique minière pour l'activité artisanale qui pourrait être comprise facilement par les différents acteurs et parce que dans ce processus, les différents acteurs, c'est-à-dire les artisans miniers, les communautés et les autres acteurs ont accepté. Et donc, s'approprier cela pour nous sera plus facile et nous permettre donc de défendre une telle politique. Pour conclure, nous avons dit ces quelques 4 points. D'abord, la formalisation est donc essentielle pour soutenir de façon durable le secteur, le cadre légal du secteur de l'EAPE. Et parce que sans le faire, ce sera difficile de mettre cela en œuvre. Et bien entendu, il y a donc l'approche régionale, mais avant cela, le partenariat est prépondérable.
et il s'agit de mettre de l'ordre dans le pays dans ce domaine, et une fois que c'est fait, ce sera facile de penser à une approche régionale. Et dans le processus, nous voulons également demander à tous ici que le plus important, c'est le partenariat au lieu de politique, parce que lorsque on pense à des politiques, on a le risque de ne pas avoir la coopération ou la collaboration. Et j'ai eu le privilège d'aller à une réunion où j'ai représenté mon ministre, et la question a été posée, et j'ai dit à notre président que le secteur étant informel, même si nous déployons toute la police et l'armée de ce pays, ils ne vont pas être capables de les bouter hors de ce lieu. Ce n'est pas par la force qu'on peut résoudre ce problème. Il faut travailler avec ces gens au niveau local même, et dans ce dialogue participatif, nous arrivons à des résultats importants. Parce que dans ces actions de consultation, nous travaillons avec les OSC, les intendants, les différents acteurs, et c'est la meilleure manière de travailler, le partenariat. L'approche participative dans la réglementation. Donc l'approche participative dans la formulation de la réglementation est la seule garantie pour que cela soit efficace. Et finalement, le rôle du gouvernement n'est pas seulement de faire le suivi et la réglementation, mais il faut aussi apporter l'assistance. Une fois que les acteurs voient qu'on fait attention à eux et que nous les aidons, alors cela les encourage. Cela dit, je vous remercie pour votre attention, et nous devons tous adopter la pensée novatrice pour la formalisation et la légalisation du secteur des EAPE. Merci. C'est un bon pédagogue. Thank you very much. Merci, Monsieur Doba. Pour des soucis de temps, je me limite à une seule question. Donc, vous avez mis en exergue l'importance de l'approche participative. Moi, je me demande si vous avez impliqué le secteur privé, parce que vous avez abordé un certain nombre de questions sur l'interaction entre l'ASM et la LSM. Bon, cela fait partie des étapes à venir. Donc, la première étape, ce sont au niveau des exploitants, des petits exploitants miniers. Donc, en clair, il n'y a pas une définition claire des miniers artisanaux. Maintenant, il n'y a pas une claire idée quant à l'identification précise de cette catégorie de mineurs. Donc, il y aura un désavantage si on va en temps individuellement. Ce que notre idée, c'est de les organiser, de les autonomiser, leur donner les ressources nécessaires, de sorte à pouvoir aller au palier supérieur. Cela fait partie des étapes à venir. Merci. Okay, I would like to move on to... Je voudrais aller à Louis Bana. J'ai à ma droite M. Modiel Ndiaye, qui est le président du groupement professionnel des minerais et le gestionnaire directeur pays de Rangos Resources. Je voudrais vous inviter à réfléchir un peu sur le rôle du secteur privé dans ce processus de formulation des politiques. Thank you very much. Je vais le dire en français. Je voudrais donc, au nom du GPMCI que je représente ici, et qui est en fait l'unique organisation patronale du secteur en Côte d'Ivoire, en dehors de l'hydrocarbure bien sûr, et ce secteur représente donc l'ensemble des sociétés minières en exploitation, les sociétés actuellement qui se préparent à entrer en exploitation, donc qui sont dans la phase d'investissement, et la majorité des sociétés d'exploration en Côte d'Ivoire, en plus des sociétés de prestation de services qui sont dédiées au secteur minier. C'est aujourd'hui plus de 50 membres dans ce secteur-là qui est représenté ici comme le secteur privé.
Et je voudrais dire qu'en 8 ans d'existence en Côte d'Ivoire, pour nous, nous avons démontré que la synergie d'action de la Fédération des intelligences et des moyens peuvent ensemble nous permettre d'avoir les mêmes solutions ou d'atteindre la solution que nous recherchons lorsque nous nous mettons ensemble. Et c'est en cela que notre industrie peut contribuer à ce travail que nous sommes en train de faire ici. Je voudrais, puisque je parlerai surtout de ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, dire que la Côte d'Ivoire est dans un secteur qui est nouveau, à l'instar, contrairement aux pays comme le Mali, le Ghana ou l'Afrique du Sud. L'industrie minière a démarré en Côte d'Ivoire dans sa phase de développement actuelle il y a très peu d'années. C'est vrai que des mines comme Ity existent déjà depuis plus de 20 ans. On a eu la mine Afema d'Aboasso. Mais le secteur minier actuel, tel qu'on est en train de le développer, est assez récent. Et cela est dû au fait que la politique même de la Côte d'Ivoire a permis cela parce que ça fait partie des objectifs de la Côte d'Ivoire de dire aujourd'hui nous voulons que le secteur minier ivoirien devienne le deuxième pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire après l'agriculture. Donc, de ce fait, la Côte d'Ivoire a essayé de mettre les moyens pour permettre que cela se fasse. Et cela se fait à travers le nouveau code minier et différentes régulations qui ont été mises en place. En tant que secteur privé, nous voulons vraiment saluer à sa juste valeur cet atelier et l'initiative qui a été prise parce que ça a permis d'échanger sur la problématique de l'exploitation artisanale à petite échelle, de partager les expériences des uns et des autres, réfléchir sur les voies possibles et les stratégies pour le développement responsable de l'EAPE. De ce que nous avons entendu ici pendant ces 3 jours d'atelier, il ressort de façon claire que nos États préfèrent le développement de l'industrie minière à grande échelle. Cela est dû au fait que sur le plan fiscal, ça rapporte beaucoup plus d'argent. C'est plus facile à surveiller. La traçabilité se fait de beaucoup plus facilement. Nous respectons certaines normes internationales, certaines lois à travers le monde qui nous obligent au respect de certaines normes. Et au niveau de chaque pays, il est plus facile de pouvoir collaborer avec l'industrie minière par rapport à l'impact positif. Mais, de ce que nous avons dit ici, il est impossible aujourd'hui d'ignorer le secteur de l'orpaillage. Je dirais pas orpaillage, mais disons de la petite mine, parce que l'orpaillage a une connotation illégale, a une connotation de non-respect de la loi et des normes. Et aujourd'hui, il est important de pouvoir, de tout ce que nous avons dit, saisir cette opportunité de voir comment amener ce secteur informel, ce secteur illégal, de l'intégrer aujourd'hui dans l'économie des pays et de l'amener à contribuer au développement économique, au développement de l'industrie minière dans chaque pays. Et c'est le challenge, le défi qui nous réunit tous ici à travers cet atelier et à travers un peu les résultats que nous recherchons. Nous avons entendu beaucoup de présentations, beaucoup d'expériences de chaque pays. Chaque pays a sa solution qui marche plus ou moins. Mais aujourd'hui, avec ces différentes solutions que nous avons pu partager, il est important de pouvoir faire une synthèse et dire quelle est la meilleure solution ou quelle est la meilleure voie à suivre pour que cette intégration puisse se faire facilement. Parce que il faut reconnaître que ce n'est pas facile. La question a été posée ici de savoir est-ce que la cohabitation peut se faire facilement entre le secteur informel et le secteur industriel. Il a été démontré que oui, ça peut se faire, mais cela doit se faire sous certaines conditions. Nous avons parlé de chiffres hier, et ces chiffres sont, je dirais, plus ou moins imprécis, parce que ce secteur, dès l'instant où il est informel, on n'a pas de réelles statistiques pour pouvoir dire aujourd'hui, voilà véritablement ce qui est produit. Il semble qu'en Côte d'Ivoire, l'orpaillage produit environ 5 tonnes d'or par année. 5 tonnes d'or, c'est à peu près le tiers de la production de l'industrie minière en Côte d'Ivoire.
Et lorsqu'on regarde à peu près le tiers, et aujourd'hui, je dirais si l'on regarde le quart donc sous le contrôle du directeur général des mines et de la géologie, c'est le quart. Mais le quart de la production en Côte d'Ivoire, imaginez ce que ça représente en termes de fiscalité perdue par la Côte d'Ivoire chaque année. Si cela était, on avait la possibilité d'avoir une traçabilité, d'organiser cela. Et c'est de l'argent, donc plus de, je crois, ça se chiffre en termes de trentaines de milliards, qui ne sont pas aujourd'hui perçus pour la Côte d'Ivoire. Et comment faire en sorte qu'aujourd'hui, ensemble, nous puissions, parce que ces chiffres ne sont pas publiés, ne sont pas divulgués, on parle plus de tonnage en termes de production, mais si on transposait ces chiffres en valeur monétaire, je pense que ça amènerait les États dans chaque pays à être plus diligents à prendre des décisions, à résoudre le problème de l'orpaillage. Parce qu'on se contente simplement de dire c'est 1 tonne, c'est 5 tonnes, c'est 15 tonnes, c'est 100 tonnes, mais il faudrait multiplier ces 100 tonnes par ce que ça représente en termes de valeur monétaire, en termes de revenus fiscaux perdus. Je pense que les États prendraient très vite des décisions pour essayer de juguler cela et arriver à formaliser le secteur. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous, dans le secteur privé, de voir comment nous pouvons apporter notre contribution à trouver des voies de solutions pour amener ce secteur à devenir un secteur plus organisé, plus professionnel et, je dirais, plus responsable dans la pratique. Et je voudrais en cela partager quelques réflexions qui ont été faites sur cette activité. Aujourd'hui, on reconnaît que l'orpaillage, pour nous en tout cas, est directement concurrent au secteur industriel. Et cela va, au départ, on a beaucoup parlé du caractère culturel, parce que vous verrez que dans certaines régions, tout le monde n'est pas orpailleur qui veut. C'est lié directement à certaines, je dirais à certaines cultures. Vous verrez dans des régions où vous avez des forgerons. Ces forgerons-là sont ceux qui vont plus se retrouver à aller dans l'orpaillage. Et ça a été un secteur très peu. On n'a pas regardé ce secteur parce que c'était marginal. Mais avec l'augmentation des cours de l'or qui est passé à l'époque de 200, 250 à 1200, 1300 aujourd'hui, ce secteur est devenu, je dirais, un palliatif aux autres aspects, aux autres activités économiques qui rapportent très peu d'argent, parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens font défection dans l'agriculture. Les gens préfèrent, dans les villages, les préfets, le corps préfectoral est là et peut l'attester. Beaucoup de villageois aujourd'hui préfèrent abandonner l'agriculture, préfèrent laisser leurs terres pour les donner aux orpailleurs, parce que pour eux, c'est de l'argent qu'ils reçoivent chaque jour. Et c'est un revenu qui est plus élevé par rapport à ce qu'ils attendent de l'agriculture. Et donc, il y a un phénomène culturel, il y a un phénomène social dû à la pauvreté, dû au développement des grandes villes et surtout au fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à s'insérer dans le tissu actuel et les gens ont tendance à aller vers ce que j'appellerais un secteur facile, mais qui en réalité est très difficile dans la pratique. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de réguler ce secteur, il faudrait dire que pour réguler ce secteur, il faudrait qu'il y ait une synergie des actions, une synergie des forces. Personne, à son niveau, ne peut seul gérer cette situation. Le secteur privé, avec ses solutions, ne peut pas le faire. On a vu des solutions qui ont été proposées par le secteur privé, qui sont mises en application dans certaines zones, mais ce n'est pas à 100% efficace. On a vu des solutions qui sont venues de certains gouvernements, mais dans la mise en œuvre, il y a eu beaucoup de difficultés sur le terrain. Aujourd'hui, il s'agit de prendre ces différentes solutions et de voir comment les mettre ensemble. Aujourd'hui, la question a été posée de savoir est-ce que la cohabitation peut se faire des orpailleurs sur des permis industriels en créant des couloirs dédiés à l'orpaillage. Mais en même temps, nous disons oui, ça peut se faire. Mais comment cela peut se faire? Parce qu'aujourd'hui, les permis miniers sont liés à certaines obligations. Il faut respecter
vous avez le code de l'environnement à respecter, vous avez des fonds de réhabilitation à mettre en place. Mais lorsque vous ne respectez pas, ou l'orpailleur qui est sur votre site, ou une partie de votre site, ne respecte pas cela, à qui cela incombe? À vous, propriétaire du permis minier, ou est-ce qu'une loi spéciale sera édictée pour cet orpailleur qui va être dédié sur ce permis? Et ça, c'est des aspects dont nous avons besoin de discuter, dont nous avons besoin de parler. Et aujourd'hui, la solution, je dirais, tout le monde en a parlé, c'est une solution régionale. Parce que c'est une situation qui touche la plupart des pays. En Côte d'Ivoire, nous disons que pour être orpailleur, il faut être ivoirien. Mais combien d'Ivoiriens aujourd'hui sont réellement dans l'orpaillage? Si nous prenons par exemple, lorsque je parlais de culture, si nous prenons les Akans. Les Akans, l'or est quelque chose de sacré. On le garde comme des bijoux de famille, mais on ne va pas l'exploiter, on ne va pas le vendre, on ne va pas le voler. Donc, et ceux qui sont dédiés ou qui travaillent plus dans l'or viennent des régions sahéliennes, qui ne sont pas véritablement des gens d'origine de la Côte d'Ivoire. Alors, ce problème, il faut le régler de façon régionale. C'est ensemble, avec tout ce qui a été dit ici, parce que ce qui est important, il ne faudrait pas que cet atelier reste simplement aujourd'hui un atelier à cette date. Il faudrait que cet atelier puisse être pérennisé sur la durée, parce que ce processus va prendre du temps. On a parlé de sensibiliser les orpailleurs, de les former, de les éduquer, et cela, ce n'est pas en 2-3 mois que ça va se faire. Ça va se faire sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Et c'est avec l'ensemble des intervenants ici, c'est toutes les institutions qui ont apporté leur contribution, c'est la communauté internationale, ce sont les banques africaines, par exemple la Banque africaine de développement, c'est la Banque mondiale. C'est ensemble qu'on doit s'asseoir, réfléchir, mettre chaque pays, chaque intervenant ici en mission, à partir de maintenant dire la prochaine rencontre, ce sera peut-être dans 1 an, mais qu'est-ce qu'on fait avant la prochaine rencontre? Et il faudrait mettre en place des équipes techniques qui vont plancher dans chaque pays sur les solutions à apporter, avoir des périodicités où il faut se rencontrer pour évaluer le travail qui a été fait. Chaque pays qui a déjà mis en pratique quelque chose doit pouvoir montrer, bon, voilà ce que j'ai tenté, voilà les résultats, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis lorsqu'on se retrouve dans 1 an, dans un tel atelier, c'est de pouvoir dire, voilà les acquis, voilà ce que nous avons essayé, voilà où nous voulons et où nous sommes et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'à partir de cet atelier, nous décidions tous ensemble de nous mettre en mission pour que chaque pays prenne corps avec ce qui va être décidé, chaque pays mette en place une stratégie et que cette stratégie puisse être partagée à l'échelle régionale, qu'on puisse ensemble prendre une décision et mettre des règles harmonieuses. Aujourd'hui, la présence des institutions est très forte. Pourquoi? Parce que chaque pays, lorsque vous posez un problème, on va vous dire oui, nous sommes au courant du problème, mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les ressources. Est-ce que vous, secteur minier, secteur privé, vous pouvez apporter les ressources et nous appliquerons les mesures? Aujourd'hui, nous pouvons ensemble réfléchir sur comment capter des ressources, parce que les ressources existent, elles sont disponibles, mais nous n'allons pas les chercher. Allons vers ces institutions, posons le problème, venons avec nos solutions et proposons-leur d'apporter, eux, leur contribution financière, les ressources en termes d'experts, comme nous avons vu, pour aller sur la voie d'une solution qui permettrait aujourd'hui de faire de ce secteur de l'orpaillage, que l'on ne peut ignorer, d'en faire un secteur qui soit totalement intégré à l'économie de chaque pays et que ce secteur puisse sortir de l'illégalité et que cette cohabitation puisse se faire de façon harmonieuse dans chaque pays et dans la sous-région. Alors, je vous remercie. Selon l'approche multipartite, on tourne maintenant vers la société civile. Monsieur Julien Tinguin, qui est le directeur du secrétariat IETE à Côte d'Ivoire. Merci d'être sur le panel et nous offrir quelques réflexions sur le rôle de la société civile. Merci. Merci, Dr Mac, de me donner la parole. Je voudrais remercier en tout cas tous les
organisateurs d'avoir invité le Conseil national ITIE sur ce panel et saluer aussi la présence de toutes les personnalités ici dans cette salle. Alors, au niveau du Conseil national ITIE, l'ITIE qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une initiative internationale qui demande à ce qu'il y ait, disons, une plateforme de collaboration entre les différents acteurs pour échanger sur la problématique de la gouvernance du secteur extractif. Un rôle important a été donné à la société civile pour que la société civile puisse en tout cas contribuer à la question de gouvernance, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de redevabilité dans la question de traçabilité des revenus et tout ce que nous connaissons comme circuit dans toute la chaîne de valeur. Et pour cela, un protocole a été mis en place au niveau de la norme ITIE qui permet de gérer cette question de gouvernance au niveau du secteur extractif. Et ce protocole d'accord qui invite la société civile à être assez responsable, mais aussi une liberté d'expression à la société civile, faire en sorte que la société civile puisse contribuer au débat, puisse apporter sa contribution à la sensibilisation, mais aussi et surtout que la société civile puisse contribuer à faire en sorte que les informations qui sont disponibles au niveau de l'ITIE puissent permettre de faire en sorte qu'il y ait des réformes qui puissent permettre de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gouvernance. Et donc, au niveau de l'ITIE, je peux vous dire que la société civile participe effectivement de façon active. Non seulement la société civile a été un acteur important au niveau de l'identification même des acteurs qui devaient participer au niveau de la gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'élaboration des différents rapports et aussi et surtout dans la vulgarisation de ces données-là. La société civile participe à la diffusion des informations au niveau de l'ITIE à plusieurs niveaux. D'abord, simplifier ces informations et donc en collaboration avec le Conseil national ITIE. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a eu plusieurs bandes dessinées qui ont été élaborées par la société civile pour permettre aux populations d'avoir accès à ces informations. Et si je veux faire, disons, la corrélation avec le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, le secteur artisanal, je peux dire que l'ITIE a identifié au niveau des différents rapports que le secteur artisanal n'était pas suffisamment documenté. Et ça a interpellé plusieurs personnes au niveau international comme national. Et il y a eu un débat au niveau du Conseil national ITIE et la société civile a proposé qu'il y ait une étude pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a tous ici compris que c'est une approche régionale qu'il faut, une approche même peut-être même internationale qu'il faut, puisque la question dépasse les questions de villages, des villes, des pays. Et donc une étude a été proposée dans le cadre du plan d'action de l'ITIE pour aller même au-delà de la Côte d'Ivoire, aller dans d'autres pays, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ce cadre de l'ITIE pour adresser la question de l'orpaillage. Bon, je dirais pas orpaillage puisque on a dit tout à l'heure que ce n'est pas le thème qu'il faut, donc la petite mine. Et ce que je veux terminer par une histoire pour dire que le rôle de la société civile est important à plusieurs niveaux. En 2008-2009, il y a eu un problème qui s'est posé dans une localité ici en Côte d'Ivoire. Le problème a duré plusieurs jours et ça a bloqué l'activité d'une mine. Le président actuel de l'ITIE avait interpellé le directeur général de la mine pour s'approcher de la société civile pour voir comment est-ce que la société civile peut apporter sa contribution. Évidemment, cela suppose qu'il y a une société civile assez responsable et il y a eu le temps de comprendre qu'on a une société civile responsable en la matière. Au début, il y a une réticence de la part de ce directeur. Il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut demander à la société civile d'aller régler le problème dans une localité où il y a une mine alors qu'il y a les responsables de l'administration. Finalement, il a été convaincu et il a approché les responsables de la société civile
qui lui ont posé quelques questions et ils ont demandé des documents qui ont permis à la société civile de comprendre le problème réel qui se pose au niveau de la localité. Il y a une visite de terrain, la société civile a demandé à aller sur ses propres fonds parce que on comprend qu'il y a la question de méfiance à tous les niveaux. Mais si on ne crée pas cette confiance-là, c'est difficile d'avancer ensemble. Et tout ce que nous sommes en train de dire, même si nous identifions les différents acteurs, même si nous mettons en place ce cadre, mais si on n'a pas créé ce cadre de confiance, ce serait difficile d'avancer sur les différentes thématiques que nous sommes en train d'aborder. Alors, la société civile est arrivée et a invité tous les acteurs à échanger à bâton rompu et a tenu un langage de vérité qui a permis à la population de comprendre que le problème ne se posait pas simplement à ce niveau, mais il y a des aspects juridiques, législatifs et autres qu'il fallait prendre en compte. Mais ensuite, la population a décidé de lever, disons, le blocage de la mine et il y a une félicitation qui est partie de la part de ce directeur à l'endroit du conseil, mais aussi à l'endroit de la société civile qui a pu régler ce problème. Pour dire que on ne peut pas ignorer le rôle de la société civile dans ce processus que nous sommes en train de mettre en place parce que c'est un acteur aussi important qui peut contribuer à la diffusion de l'information, mais aussi à la sensibilisation à toutes les étapes dans la mise en place de cette collaboration que nous voulons mettre en place. Merci beaucoup aussi. Je pense qu'on va continuer pour qu'il y aura assez de temps après pour discuter un peu. Merci beaucoup. Cette question du niveau régional, ça me semble très important. Je suis heureux que nous avons deux représentants de partenaires au niveau régional. Je vais commencer avec Monsieur Cissé, représentant de l'autorité du Liptako Gourma, pour nous parler un peu de son travail. Merci bien de nous permettre de participer à cette rencontre. Et nous remercions les organisateurs. En fait, c'est M. Cissé Diadje. Je suis en charge du département de l'infrastructure de l'industrie et des mines auprès de l'autorité du développement intégré de la région de Liptako Gourma. Bon, je dis région de Liptako Gourma aujourd'hui, mais très bientôt ce sera État. Dans la mesure où les chefs d'État se sont retrouvés en janvier passé seulement à Niamey pour réviser le traité créant l'autorité. Nous avons en fait une zone d'intervention qui était circonscrite à la zone transfrontalière entre les trois États, le Burkina, le Mali et le Niger. Mais présentement, notre zone d'intervention s'élargit au territoire des trois États. Donc désormais, ce serait appelé Autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma au lieu de la région du Liptako Gourma. Donc, je profite également de donner l'information que, en plus de notre mission de développement, nous avons également une mission sécuritaire par la création d'une force multinationale de sécurisation. Parce que je sais que tout le monde sait que la région aujourd'hui de Liptako Gourma est sujet à d'énormes problèmes sécuritaires. Donc, pour ce qui nous unit aujourd'hui, concernant l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, l'autorité de Liptako Gourma a la possibilité de regrouper, chaque fois que besoin en est, les responsables des services géologiques et miniers pour parler des questions du moment. On a eu à faire tout récemment, en octobre passé, une rencontre des services géologiques et miniers. Et le sujet brûlant du moment, c'était l'orpaillage en réalité. Donc sur cette base, on a eu à élaborer, c'est en cours, un programme de gestion durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans les États membres de l'ALG, avec deux composantes. Et ces composantes sont le projet d'assistance, d'encadrement de la promotion et de la gestion durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dans les États membres de l'ALG. Il y a également un projet régional de restauration des terres dégradées par l'orpaillage dans les États membres de l'ALG. Ça, c'est dû au fait que tous les trois États sont confrontés au même problème. Et chaque État pris individuellement
n'arrive pas à trouver la solution idoine pour gérer le problème. Donc, une approche régionale est vue comme la meilleure formule pour arriver à bout de ce problème. C'est un mal nécessaire aux 3 États. On ne peut pas l'interdire et il y a toujours un problème d'environnement qui se pose pour ce qui concerne l'activité en question. Donc, nous sommes en cours d'élaboration de ces projets et une étude de faisabilité serait très bientôt faite pour trouver une solution à ce problème qui se pose aux 3 États. Bon, je vois que également la Côte d'Ivoire n'est pas en passe d'être épargnée de ce problème. Donc on peut dire que c'est un problème général à tous nos États. Donc sur cette base, l'approche régionale de l'ALG fait qu'on a eu à approcher certaines institutions telles que l'OCDE, l'ONUDI, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc je donne l'information comme M. Luis a eu à le faire. Courant 3e trimestre, on aura organisé un atelier pour la promotion du guide de l'OCDE avec une formation. Donc il avait donné déjà l'information. Certainement qu'au moment opportun, les participants seront informés comme on aura une base de données à partir de cet atelier. Pour l'instant. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Madame Baye du ministère de l'Industrie et des Mines de Sénégal pour nous parler un peu de l'expérience sénégalaise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marc. Donc, je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité, même si c'est à la dernière minute, de parler un peu de l'expérience. Bon, c'est un remerciement par rapport, pour nous donner l'opportunité de présenter un peu les acquis, les avancées que nous avons eues, en tout cas en matière de gestion de l'environnement durable de l'orpaillage au Sénégal. Il faudrait peut-être juste rappeler que le Sénégal, en matière d'orpaillage, peut paraître petit par rapport aux autres pays de la sous-région, puisque l'orpaillage est pratiqué sur un tiers, disons, un quart du territoire national au sud-est, et que c'est un territoire qui a quand même une forte densité d'orpailleurs, comme l'ont fait remarquer tous ceux qui sont passés ici pour des présentations. Donc je ne vais pas m'allonger sur les problèmes, puisque nous nous reconnaissons par rapport aux différentes présentations qui ont été faites depuis hier. Maintenant, en matière de stratégie, il faut rappeler que quand même le Sénégal a eu la chance en 2008 d'avoir eu à bénéficier d'un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet global d'appui à l'orpaillage, d'appui au secteur minier, dont un des volets constituait un projet d'appui à l'orpaillage. Je pense que M. Bertrand, ici présent, a été à l'époque le chef de projet. Malheureusement, il y avait eu énormément d'acquis. En matière de formalisation, il y avait eu des GIE qui ont été constitués. On avait eu quand même un respect des normes en matière d'environnement, santé, sécurité au travail, qui était quand même en progression. Du fait de la durée du projet, malheureusement, quand ça s'est achevé, il n'y a pas eu un relais de la part du gouvernement pour pérenniser tous ces acquis. Je pense que ce sont des insuffisances que l'on peut relever par rapport à l'appui que les partenaires au développement accordent aux pays en développement. Voir un peu voilà la durée et puis voilà les moyens pour pérenniser les acquis des pays par rapport à certaines thématiques. Donc, ce qui fait qu'en 2012, nous avons été reconfrontés à des problèmes vu un peu le contexte économique de l'époque où on a eu une flambée des prix de l'or, etc., une ruée vers les sites d'orpaillage. Et ce qui a motivé à l'époque, en 2012, la convocation d'un conseil interministériel qui a réuni toutes les structures, en tout cas de l'État, et un plan d'action
en a découlé. Dans ce plan d'action, il était question de beaucoup d'actions qui relevaient de différentes structures. Et s'agissant du ministère de l'Industrie et des Mines, on nous avait assigné le rôle, en tout cas, de mettre en place une régulation adaptée à ce secteur. Ce qui a fait que on a pris quand même un certain nombre de réglementations qui nous ont permis d'atteindre quand même des résultats qui peuvent aussi être améliorés, mais sur lesquels je vais peut-être, dont certains peuvent être assez intéressantes quand même. Donc, premièrement, nous avons pris un arrêté pour organiser le secteur. Je pense que beaucoup de pays l'ont fait ici. Il s'agit de dire, voilà, l'orpaillage est uniquement réservé aux nationaux. Voici les conditions pour être orpailleur. On a instauré, en tout cas, distribué la carte d'orpailleur qui était une condition pour pratiquer l'orpaillage. Une avancée quand même intéressante à notre niveau, c'est qu'on a pu réussir avec les sociétés qui étaient en phase de recherche à délimiter des zones qui étaient exclusivement réservées à l'orpaillage. Et donc, depuis 2014, il me semble, on a réussi à délimiter au moins 21 couloirs d'orpaillage au niveau de cette région, comme je vous l'ai dit, qui constitue un quart de la superficie du Sénégal. Et donc, dans ces couloirs, on a eu à mettre les orpailleurs. On les a bornés, même si, quand même, on a eu à constater qu'il y a eu de temps en temps des couloirs clandestins qui sortaient et qui sont difficilement contrôlables par instant. Mais quand même, l'acquis principal a été qu'on a pu réussir à négocier, même si ça a été difficile, avec les sociétés en phase de recherche, la mise en place de couloirs exclusivement dédiés à l'orpaillage. Donc, après cela, pour compléter, on ne s'en est pas arrêté là. Il fallait maîtriser le circuit de commercialisation. Les études ont montré que tout l'or qui est produit au Sénégal, en tout cas, n'est pas commercialisé. Ça traverse la frontière pour aller sûrement chez nos amis les Maliens, puisque, voilà. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place, de favoriser en tout cas, l'installation de comptoirs d'achat et de commercialisation de l'or. Nous avons pu en installer, en tout cas sur le papier, 4. Malheureusement, ces comptoirs n'ont pas pu être opérationnels jusqu'à présent. Donc, dans les perspectives, on va essayer de s'attaquer à voir pourquoi. Certainement, nous avons certaines réponses. Le contexte culturel, puisque quand vous voyez cette partie du Sénégal, les gens qui viennent pour acheter de l'or, généralement, c'est des gens qui ont qui sont de la même, en tout cas, culture que voilà nos amis, c'est les Mandingues, etc. Et donc, la facilité par rapport, en tout cas, accéder à ces gens qui sont généralement voisins peut être beaucoup plus difficile pour une société ou bien des privés qui viennent un peu de l'intérieur du pays ou bien où l'obstacle principal peut être la culture ou bien la langue. Je pense que ça peut être une explication, mais certainement il y en a d'autres que nous essaierons de regarder. Et donc, à la suite de ces dispositions, nous avons mis en place au niveau régional, c'est-à-dire la région de Kédougou, un comité qui est chargé du suivi de la gestion de l'orpaillage, qui s'est constitué autour du gouverneur de la région et qui regroupe toutes les entités, en tout cas locales, les maires, les chefs de services régionaux, chargés de l'environnement, des eaux et forêts, des mines, etc. Tous les acteurs, en tout cas, autour d'un... Oui, c'est bon? Le timing, 2 minutes. Okay, merci. Donc, voilà. C'est pour dire qu'en tout cas, il y a eu un ensemble d'actions qui ont été prises au niveau gouvernemental pour gérer ce secteur, puisque c'est un secteur sur lequel le plan Sénégal émergent compte en tout cas pour atteindre un certain niveau de croissance. Et le projet de
de promotion et de l'encadrement de l'artisanat minier constitue en tout cas un projet phare pour le PSE. Les perspectives, je voulais décliner, c'est d'évaluer déjà ce plan d'action et voir un peu ce qu'il y a à corriger et éventuellement changer l'approche, puisqu'on a eu, avec le projet ARM qui s'est déroulé toujours dans la zone, des succès par rapport à la formalisation sous forme de GIE, de certains groupements d'orpailleurs, ce qui a abouti quand même à nous avons reçu, ce qui n'était pas du tout évident, des déclarations de production de la part de ces groupements. Et donc c'est pour dire que, comme l'ont dit toutes les présentations, tous ceux qui ont pris la parole tout de suite, pour venir à bout de cette activité, ou bien en tout cas pour l'encadrer, il faudrait qu'il y ait des synergies en tout cas, soit ça au niveau sous-régional, puisque quand même on fait partie, en tout cas le Sénégal fait partie d'une communauté sous-régionale, en l'occurrence l'UEMOA, et l'UEMOA a énormément travaillé sur ce thème. On s'est réunis, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas partir du néant. Il y a déjà des recommandations qu'il va falloir appliquer. L'idée c'est que voilà, on a beaucoup de propositions. L'essentiel, c'est d'aller à l'action. L'action, comment on a je pense qu'on a devant nous toutes les approches. On a, en tout cas, toutes les solutions qui peuvent s'offrir à notre région africaine. L'essentiel, c'est d'y aller et puis de voir, en tout cas, quel partenariat nouer avec nos partenaires, les institutions internationales. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais passer la parole à... Oui, c'est ça. C'est le gouvernement. Oui, Monsieur Coulibaly, directeur du général des mines et de la géologie. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais, après l'autorité suprême, enfin, en ce qui me concerne, c'est-à-dire mon patron, Monsieur le ministre, qui a remercié tout le monde déjà, emboîter ses pas pour également me réjouir d'abriter cet important atelier en Côte d'Ivoire. Alors, je pense que beaucoup a été dit, tout a été dit pratiquement. Je ne vais pas revenir. Chaque pays a eu l'occasion d'exposer, de dire la solution qu'elle a. J'ai entendu tout à l'heure la Banque mondiale parler. J'ai entendu M. Boudiel parler. Donc, comme on le dit chez nous, si on peut faire quelque chose court, vaut mieux le faire. Il ne faut pas le rendre plus long. Les gens ont beaucoup attendu. On va aller droit au but. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons fait une bonne contribution, je pense. Permettez que je l'apprécie, qui est le PRO, qui a été présenté par notre conseiller technique, c'est-à-dire le programme national de rationalisation de l'orpaillage, qui, quoique contient quelques failles, mérite quand même d'être retenu comme étant une bonne contribution de la Côte d'Ivoire. Je voudrais quand même rappeler cela avant de continuer. Nous sommes tombés d'accord dans l'ensemble pour dire que l'activité d'exploitation minière artisanale est très importante et potentiellement une activité qui peut apporter beaucoup à nos pays. Mais pour y arriver, il y a quand même des défis importants à relever. Et ça, tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Des défis environnementaux, des défis d'encadrement, des défis de formalisation, et j'en passe. Nous sommes tombés d'accord également pour dire que, et là je reviens sur le thème de notre panel, j'avoue que j'ai été surpris de constater que notre panel a vraiment duré, alors qu'en principe on devrait aller directement au thème, qui est de réfléchir, de donner notre position sur quel est le futur qu'on donne à ce bébé qu'on est en train d'engendrer aujourd'hui. Parce que je considère qu'aujourd'hui, on a mis au monde un bébé, qui est cet atelier-là. Quel est le futur qu'on donne à ce bébé-là? Et je vais rejoindre mon ami et frère Boudiel, qui a tout dit en une phrase, pratiquement. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les bonnes pratiques qui ont été présentées, toutes les solutions qui ont été présentées des différents pays soient mises dans le même sac, qu'on mette un comité en place avec des points focaux des différents pays qui va commencer à mener une réflexion. Et toute cette réflexion-là pourra être portée maintenant
au niveau de nos États, parce que quoi qu'on dise, nous qui sommes ici ne pouvons pas décider pour nos États. Nous sommes obligés de prendre ces propositions-là, les faire remonter à nos États, et ensuite, je pense que le processus doit se mettre en marche et on pourra y arriver ensemble. Mais, et là pour terminer, comme j'ai dit, je vais pas être long, je voulais juste rappeler que si nous sommes d'accord pour dire que la solution pour faire de l'exploitation minière artisanale un véritable levier de nos économies, c'est l'approche régionale entre nos États de la sous-région, mais il y a quand même des défis à relever à ce niveau également. Il y a un défi de coordination. Il ne suffit pas de mettre des points focaux par pays et prendre des experts, les mettre ensemble pour sortir une solution miracle. Chaque pays a ses particularités. Il va falloir en tenir compte. Donc il y a un gros défi de coordination, de compréhension, d'adaptation même des solutions qu'on va adopter pour chaque pays. Et il y a également un défi de suivi, monitoring, un défi important encore de financement. Et ça, j'insiste là-dessus, tout ce qu'on va décider ici, il y a l'aspect financement qui est très important. Voilà ce que je voulais indiquer. En ce qui concerne donc le thème de notre panel, je le répète, il s'agissait de dire exactement ce qu'on va faire de notre bébé d'aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, je vous remercie. Comme je suis allemand, je vous dis qu'il nous reste 27 minutes pour quelques questions. Et bon, c'est à vous. On prend 3 à la fois. Madame. Bonjour. Mon nom est Grace Barasson de la société Endeavour Mining. Merci pour ce panel. J'ai manqué une bonne petite partie parce que j'étais appelée par mon directeur général concernant les orpailleurs qui sont sur notre site minier. Et ils étaient supposés de partir aujourd'hui, mais non, ça fait 14 mois qu'on est en train de négocier avec eux. Et donc j'aimerais demander à monsieur le directeur général, monsieur Koulibaly, vu qu'on travaille ensemble et on veut continuer de travailler ensemble, comment faire avec le bébé? Il est très tanné. Et on ne peut pas le gérer. On a besoin de votre aide et des instructions de votre bureau parce qu'il y a vraiment une grande frustration de notre part. Et je sais que c'est pas juste Endeavour, c'est Randgold, c'est Newcrest, c'est les autres grandes industrielles aussi. Merci. Merci. Je me représente. Je suis Bafa Sangaré, conseiller technique au ministère des Mines du Mali. Je vais faire une contribution et je pose une question. Les deux, c'est à l'endroit de M. Cissé du Lutako Gourma. La contribution, peut-être que M. Cissé certainement oublié que ça fait très longtemps que l'autorité du Lutako Gourma réfléchit sur l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Depuis longtemps, il y a eu une ébauche de législation de l'exploitation minière à petite échelle que cette structure a menée dans les années 98. Le document doit exister à leur niveau. Bon, la question, c'est de savoir, il y avait un projet de création d'ateliers-écoles justement pour l'exploitation minière à petite échelle. Les thèmes de référence ont été élaborés depuis un certain temps. Les deux préoccupations ou les deux projets que M. Cissé a parlé dessus, j'ai pas vu, j'ai pas entendu ce projet. Est-ce que ce projet n'est plus d'actualité? Je vous remercie. Je suis Golwin Ahmad, je suis l'association ghanéenne des orpailleurs. J'aimerais poser une question au vice-ministre du Libéria. Quelles sont les étapes qu'ils ont mises en place pour éviter de futurs conflits entre les EAPE et les opérateurs miniers industriels? Parce que d'abord, les petits exploitants travaillent
souvent dans leur zone, et après, on découvre que la zone a été étudiée à une société minière industrielle, et cela devient source de conflit. Quelles sont les étapes qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir s'assurer que cela n'arrive pas? Le deuxième, c'est une question pour le Sénégal. J'ai entendu que les petits exploitants travaillent, mais ils ne vendent pas dans le pays, ils vendent à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu des investigations pour trouver les causes de cette attitude? Je veux avoir plus d'éclaircies là-dessus. Merci. Je pense qu'on a quelques réponses et puis Oui, Endeavor. Vous avez dit qu'on est partenaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc cette question, on va la gérer entre nous. D'accord, pour être plus sérieux, effectivement, c'est pas la première fois, on l'a indiqué. Hier, quand on a présenté le programme, et là, tout à l'heure même, j'ai répété que nous reconnaissons que notre système a des failles. C'est l'une des failles que vous venez de soulever là. Effectivement, le constat est alarmant. C'est partout, ce n'est pas chez vous seulement. Même M. Boudiel qui est à côté de moi fait face à la même situation, n'est-ce pas? Voilà. Mais quand c'est comme ça, on a nos procédures qu'on met en œuvre. Je ne peux pas être sur ce plateau et puis régler ce problème. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va le régler entre nous. Donc je suis vraiment sérieux avec ce problème-là. Merci. Merci. Alors, parlant de l'exploitation minière à petite échelle et grande échelle ou bien industrielle, on a trois types de licences. D'abord, ABC. Le premier, je vais dire le C, c'est l'activité minière artisanale, où on parle de ressources minérales secondaires, et c'est pour 1 an. Et la raison évidente pour cela, c'est que lorsque on trouve que l'opération minière industrielle doit être implantée, on a un mécanisme, c'est-à-dire que ceux de la classe C peut être relocalisé quelque part d'autre, bien sûr en tenant compte de quelques frais de compensation financière qui permettent à ce mineur de classe C de continuer son activité. Donc il y a un plan de relocalisation de ceux qui ont la licence C. Maintenant, donc celui qui a la licence A paye de l'argent à celui qui a la licence C. Maintenant, pour la classe B qui est semi-industrielle, c'est là où le conflit potentiel est réel, parce que sur la loi, nous ne pouvons pas permettre à la classe B de coexister avec même une licence d'exploration. Parce que la tendance est que si nous avons une classe B, c'est une licence qui court 5 années, et que si on découvre que dans le courant, là, il y a un conflit avec la classe A, il y a un problème. Donc on ne permet pas, je veux dire, lorsqu'il y a une licence à donner à la classe B, on ne donne pas la licence d'exploration par rapport à cela. Et si la classe B est là, qu'on doit donner l'exploration, on exclut cette portion pour la prochaine exploration, pour la licence d'exploration. Maintenant, pour les artisanaux, je dis que la classe C, ils peuvent coexister toujours. Ok. Je remercie M. Sangaré pour sa contribution concernant les deux premières questions. Bon, pour ce qui concerne la télé-école, ce projet existe à présent au sein de l'ALG et c'est d'actualité toujours. Il se trouve dans le programme de renforcement des capacités d'amélioration de la gouvernance environnementale dans l'industrie extractive dans les États membres de l'ALG, qui comporte 3 composantes, dont la première est le projet de renforcement des capacités et amélioration de la performance des services géologiques des États membres de l'ALG. La deuxième composante, c'est le projet de renforcement de la gouvernance minière et de la gestion environnementale dans l'industrie extractive dans la région du Liptako-Gourma. Et la dernière est le projet de création d'ateliers-écoles dans les États membres de l'ALG en vue de l'amélioration de l'exploitation minière artisanale.
Ce projet, on est présentement en collaboration avec l'ONUDI. Pas plus tard que la semaine passée, on a eu 2 experts de l'ONUDI venus de Vienne et on a eu une séance de travail avec eux. Et ils sont prêts à nous accompagner dans la recherche de financement pour la mise en œuvre de cette étude. Donc c'est toujours d'actualité. Merci. Merci pour la question qui m'a été posée, notamment pourquoi est-ce que les orpailleurs préfèrent vendre leur or au Mali. C'est lié un peu à la géographie. Lorsque vous regardez cette partie du Sénégal, on est frontalier au Mali, à la Guinée, etc. Et donc c'est par rapport également à la capacité que les acheteurs d'autres pays, je ne prononce plus le Mali, d'autres pays viennent aussi jusqu'au niveau des Djoura pour acheter directement l'or auprès des orpailleurs. Peut-être au niveau des acheteurs sénégalais qui n'ont pas peut-être facilement cet accès à ces Djoura, puisque de Dakar jusqu'à Kédougou quand même c'est assez éloigné. C'est ce qui a motivé d'ailleurs la mise en place de ces comptoirs pour se rapprocher un peu plus des comptoirs. Malheureusement ça ne marche pas. Maintenant il faudrait qu'on réfléchisse sur un système de relais qui permette de rapprocher en tout cas les acheteurs des producteurs. Merci. Merci. On m'a demandé de donner la parole à un représentant du ministère des Mines de la République démocratique de Congo. Monsieur, je vous invite de petit mot. Si. Merci. Je voudrais seulement dire un petit mot d'encouragement, de soutien aux activités de cet atelier. Donc, je m'appelle Monsieur Joseph Ikoli Yombo Yapek, directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines. Nous sommes une délégation de trois experts que je conduis, 2 experts de services techniques qui s'occupent de l'encadrement des exploitants artisanaux et même des exploitants de petites mines. Nous avons noté des points très positifs tout au long de cet atelier, particulièrement le point relatif à l'approche régionale. Je crois que si chacun de nos pays peut se refermer sur soi-même, ça serait difficile d'évoluer, étant donné qu'il y a des copénétrations transfrontalières entre les tribus. Donc il faut nécessairement mettre l'accent sur l'approche régionale, comme nous le faisons au niveau de la région des Grands Lacs, avec la CIRGL. Étant donné également qu'il y a des points qui sont, disons, communs à tous les pays. Il y a par exemple la question d'harmonisation, des questions de fiscalité, hein, très, très important. Il y a la question de lutte contre la fraude et la contrebande minière transfrontalière. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une coopération régionale. L'autre point que nous avons noté, c'est que même si les sociétés industrielles ne veulent pas, entre guillemets, l'exploitation artisanale, nous pensons que l'exploitation artisanale est un mal nécessaire. Source d'emploi pour un grand nombre de personnes. À titre d'exemple, pour la RDC, le secteur diamantifère aujourd'hui est supporté à 100% par l'exploitation artisanale. Et nous sommes 4e pays producteur de diamants. Le secteur de 3T est également aujourd'hui pris en charge par l'exploitation artisanale et à petite échelle. C'est pour vous dire l'importance de l'exploitation artisanale. Il faut bien gérer ce secteur, mettre l'accent sur la légalisation et la formalisation, on peut avancer. Je voudrais aussi ajouter, parce que vous avez commencé l'atelier avec, je crois, une journée avec l'OCDE. Nous, au niveau de la RDC et même au niveau de la région des Grands Lacs, nous avons même incorporé le guide de l'OCDE dans nos législations
national. Il y a eu un arrêté ministériel en ce qui concerne notre pays et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le guide comme une norme nationale. Ce n'est plus une norme internationale, mais une norme nationale pour notre pays et nous sommes en train d'avancer. Il est vrai qu'à côté du guide, nous avons également mis en place des systèmes de traçabilité, des systèmes de certification et nous pensons que nous sommes en train d'avancer pour avoir des chaînes d'approvisionnement responsables. Donc, en résumé, il faut compter sur, bien sûr, les partenaires, mais il faut d'abord compter sur ceux qui sont autour de vous. C'est pourquoi nous disons que l'approche régionale est très importante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il nous reste 11 minutes 30 secondes. Estelle. Merci. Je vais le dire en anglais, pardon. I was really encouraged and happy with the presentation from Mr. Dorbor. Thank you very much. What you described at the end in terms of innovative thinking, but also partnership and participation, is basically the beginning of a human rights-based approach to formalization, which is what I was alluding to earlier. And so I really appreciated everything that you were sharing. I have a question for you, which is that when you showed your map of stakeholders, I didn't see the buyers there. And as we've just heard from some of the most recent interventions, and also the point I was trying to get across with the GIFT project, Follow the Money, is the buyers have the riskiest job financially in this, and they hold the purse strings and they hold the control, and they have a great influence over the sector and whether it can formalize. So I'm wondering why the buyers weren't identified, or if they were, and how you involved them in the process. Thank you. J'interviens encore, professeur Yapo du Centre ivoirien anti-pollution. J'ai écouté tout à l'heure les panélistes et je voudrais revenir un peu sur la réponse de M. Koulibaly, le directeur général des mines en Côte d'Ivoire, qui a dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on fera de ce bébé qui est né? Moi, je pense qu'il faut lui donner rapidement du lait à boire, pour qu'il grandisse plus vite que nous. Parce que la question de l'orpaillage, aujourd'hui, il faut le savoir, elle va plus vite que nos réunions et les solutions que nous prenons, souvent qui n'ont pas d'impact de changement sur le terrain. Aujourd'hui, je prends la zone est de la Côte d'Ivoire, la zone entre le Ghana et la Côte d'Ivoire par exemple, et vous avez raison de dire tout à l'heure que ça va à l'échelle d'un pays, il faut le traiter de façon sous-régionale. On a des cours d'eau aujourd'hui qu'on ne peut plus exploiter comme des sources d'eau potable. Pour la simple raison que les activités d'orpaillage sur le même bassin versant, qui sont en partage entre les deux pays, affectent soit les cours d'eau en aval, soit en Côte d'Ivoire ou du côté du Ghana. Je crois que la semaine dernière, nous sommes intervenus dans la région de la Boisseau pour fermer une station de la SODECI, c'est la société de distribution d'eau potable en Côte d'Ivoire, parce que nous ne pouvons plus utiliser ces ressources en eau pour l'adduction en eau potable. Et là, quand vous regardez aujourd'hui, la question de l'orpaillage en bas des mines, ça s'exerce sur la terre ferme, mais pire encore sur les cours d'eau, où les orpailleurs installent des dragues sur les cours d'eau et remuent les cours d'eau, et finalement aujourd'hui, tous les plans d'eau en Côte d'Ivoire sont affectés par ces situations. Tous les fleuves. Et aujourd'hui, les derniers rapports du PNUE sur l'évolution des quantités de mercure ont bien donné le cas des océans en disant que dans les 100 premiers mètres de l'océan, la quantité de mercure a dû doubler en moins de 10 ans. Mais on ne le sait pas dans nos cours d'eau continentales, ainsi de suite. Et pourtant, nous savons le danger que représente certains résidus tels que ceux du mercure qui peuvent impacter la santé des populations. Nous alertons parce que nous travaillons sous ces genres de matrices, nous faisons des mesures, il y a des choses que nous voyons, et vraiment nous souhaiterons que ce bébé, comme l'a dit mon cher ami, soit vraiment pris au sérieux et que vraiment dans les réflexions au niveau sous-régional, qu'on aille un peu plus vite pour appliquer vraiment des solutions qui puissent vraiment rationaliser cette activité. Ça, c'est un appel au niveau du ministère de l'Environnement. Je vous remercie. Merci.
Une fois encore, j'aimerais remercier les panélistes. J'aimerais m'adresser au ministre Dougbor et au docteur Mamadou Barry. Monsieur Dougbor, je vous ai entendu parler de coopératives d'artisans miniers au niveau de l'EAPE. Alors, mon expérience sur les personnes qui sont dans le domaine de l'EAPE ou les artisans miniers, eh bien, ils pensent que les coopératives sont organisées là où ils ont un sponsor, soit d'une banque ou de bailleur de fonds, pour les financer. Et en l'absence de cela, si on ne voit pas cela venir, alors il y a la tendance que la coopérative va finir en mi-chemin. Et il y aura une dispersion des différents formateurs, formation de la coopérative. Et j'ai apprécié votre communication par rapport au phénomène de multinationale qui requiert une approche multinationale où il faut partir d'une plateforme nationale à une approche plus régionale. C'est une bonne idée, c'est une bonne perception, mais cela requiert donc la volonté politique et le soutien des décideurs politiques. Je ne sais pas quelle machine a été mise en place pour susciter donc la volonté politique pour que cette approche régionale et multinationale ou multirégionale devienne un rêve réalisé. Thank you very much. Merci. Alors, parlant de l'approche multilatérale que nous envisageons faire au niveau de l'UAPE de la Banque mondiale, nous avons discuté et notre direction est d'avis que nous devons élargir l'approche et nous avons un nombre d'initiatives en cours actuellement et donc je regarde la convention de Minamata, il y a les ITIE, beaucoup d'autres initiatives qui sont en cours et chacune est mise en œuvre par une organisation spécifique. Ce que nous proposons, c'est de mettre toutes ces initiatives sur le même toit dans le sens de la collaboration dans une plateforme mondiale de l'EAPE et qui soit désagrégée au niveau des plateformes continentales et plus tard régionales. Et alors que nous parlons, cette conférence sera donc le sujet de la discussion à Montréal, à Washington. Professeur, il m'a semblé que c'était juste une contribution pour approuver mon idée de bébé qu'il faut faire vite avancer. Voilà, c'est tout. Voilà. What? You want me to say something? Non, ça va, je pense qu'on va prendre des questions encore. Non, ça va. Unfortunately, we've run out. Alors, malheureusement, nous n'avons plus de secondes. J'espère que cette conversation va continuer pendant la pause café. Et comme M. Koulibaly l'a dit, tout a été dit. Les choses les plus importantes ont été discutées. Personnellement, en tant que modérateur, j'espère que l'esprit du dialogue constructif que nous avons vu au cours de ces 2 jours va continuer. Et dans cet esprit, j'aimerais remercier le panel. Merci encore et à vous le public pour vos contributions.